Je sors des nuits éclaboussées de sang. Regardez mes flancs, labourés par la faim et le feu. Je fus une terre arable. Voyez ma main calleuse, noire à force de pétrir le monde. Mes yeux brûlés à l'ardeur de l'amour. J'étais là lorsque l'ange chassait l'ancêtre. J'étais là lorsque les eaux mangeaient les montagnes. Encore là lorsque Jésus réconciliait le ciel et la terre. Toujours là lorsque son sourire, par-dessus les ravins, nous liait au même destin. Hommes de tous les continents, les bals étaient encore les roses dans les matins de rêve. Sortis de la nuit, des fumées artificielles, je voudrais vous chanter. Vous qui portez le ciel à bout de bras, nous qui nous cherchons dans le faux jour des réverbères. Je connais moi aussi le froid dans les os et la faim au ventre, les réveils en sursaut au cliquetis des mousquetons. Et voilà, c'est avec cette interlude que nous démarrons cette émission pour encore une fois de plus apporter notre compassion à cette nouvelle qui touche en tout cas tout le pays et bien sûr notre adhésion au cérémonial des funérailles qui démarre aujourd'hui concernant ces grands écrivains de notre pays, le père de la littérature ivoirienne, monsieur Bernabé Dadié. Donc les obsèques démarrent aujourd'hui et c'est sûr que durant cette émission on aura de plus amples informations et plus de détails sur le programme. Ceci dit, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre matinale. Nous sommes le premier jour de la semaine et également premier jour de ce 4e mois, cher à toute l'équipe de Matin Bonheur. En ce qui concerne mon binôme, ne vous inquiétez pas, il se porte comme un charme. Il est juste en mission, aller apporter aussi ailleurs de la joie. Et là-bas, il faut respecter aussi ce qui s'y passe. Il est au Mali et le Mali qui a décrété 3 jours de deuil national, donc on a dû suspendre un peu notre production Bonjour, mais ne vous inquiétez pas, il apportera sa pierre pour redonner le sourire à ce pays frère. Ceci étant, nous sommes lundi et lundi nous parlerons aujourd'hui encore d'emploi avec un consultant expert en la personne de monsieur Jean-Louis Pacora. Il est expert en ressources humaines et ce d'une grande société de la place. Le thème c'est la suspension du contrat de travail et ses implications. Qu'est-ce que cela implique effectivement lors d'une suspension de travail? Bien, on aura les détails avec notre expert. Mais vous le savez, aujourd'hui lundi, on a plusieurs articulations avec Gabriel Zani pour Instant Vérité. Également des reportages, bien sûr, marqués et campés par monsieur Régis Kofi qui lancera lors de ses différents flashs Afrique, d'abord Ivoire, Afrique et Inter. Sinon, aujourd'hui, 1er avril 2019, nous célébrons les Saint-Hugues. Non, pas les Saint-Poissons, mais les Saint-Hugues, vous comprendrez. Et également des anniversaires, notamment celui d'un de nos agents les plus, en tout cas, actifs. Il est stagiaire sur cette matinale de bonheur. C'est Gerson Boissou, notre stagiaire à la réalisation. Très bel anniversaire à lui. Autre personne qui célèbre aujourd'hui un an de plus, une personnalité de notre pays, figure emblématique de cette nation, monsieur Issouf Bakayoko. Il est président de la commission électorale indépendante et on l'a à l'image. Joyeux anniversaire, monsieur le président. Et au niveau international, on a aussi cette date à marquer pour une célébration de naissance. 1983, c'est le grand footballeur français international Franck Ribéry qui aujourd'hui va souffler une bougie de plus. Encore un anniversaire, il naquit un 1er avril 1952. C'est monsieur Vincent Bolloré, industriel et homme d'affaires français. Voilà. On a son image qui nous mènera tout de suite au premier flash de Régis Kofi. Régis Kofi, bonjour à vous.
Bonjour à vous Alix, madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce premier point de l'actualité. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara va prendre part ce matin à la première session de l'Assemblée nationale. L'ouverture de cette première session donc. Pour l'occasion, le palais de l'Assemblée se revêt de ses plus beaux habits. On fait le point avec Konaté Moussa. La session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2019 s'ouvre demain lundi 1er avril. Le palais de l'Assemblée nationale a donc fait sa toilette pour accueillir les illustres invités dont le chef de l'État, Alassane Ouattara. Les murs du hall revêtus, la salle de l'hémicycle qui abritera l'événement et la rotonde destinée à la presse sont prêtes. Le constat est fait par Amadou Soumaoro. Le président de l'Assemblée nationale est venu visiter les installations ce dimanche pour se faire une idée de la mise en place. Le président de l'Assemblée nationale a tenu lui-même, en cette veille du jour retenu pour la cérémonie à l'Assemblée nationale, donc la rentrée solennelle, à venir lui-même s'assurer de l'effectivité de tout ce qui est en train d'être entrepris pour assurer au chef de l'État un accueil, il a dit lui-même, festif à l'Assemblée nationale. Donc il a, avec les services, fait le tour de toute la maison pour visiter toutes les installations et s'assurer que chaque chose est prise en compte. Donc avec lui, nous avons visité l'hémicycle, nous avons visité la salle de presse, nous avons visité l'esplanade, nous avons visité les espaces où vont se tenir les différentes cérémonies d'honneur et au président de la République et au président de l'Assemblée nationale. Et donc le président de l'Assemblée nationale est parti de cette visite-là satisfait de tous les préparatifs qui sont en train d'être entrepris. Cette cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale donnera ainsi le coup d'envoi des travaux parlementaires qui prendront fin en décembre 2019. Parlons à présent du projet Suède. 7 pays désignent la Côte d'Ivoire comme leader pour l'autonomisation de la femme. On en sait davantage avec Franck Coadion. Le professeur Mariatou Kone, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, porté à la tête du comité régional du projet Suède, autonomisation des femmes et dividendes démocratiques dans le Sahel. Cette initiative régionale implique 7 pays d'Afrique occidentale et centrale, une décision issue de ce conclave des ministres des États membres au terme de la 4e session ordinaire du comité régional Suède. Passage à deux témoins donc entre le professeur Mariatou Kone et Adama Tiemoko Diarra, ministre du Plan et de l'Aménagement du territoire du Mali, président sortant, en présence du FNIAP et de la Banque mondiale, partenaires techniques et financiers. Je voudrais vous rassurer de mon engagement à poursuivre et à renforcer les interventions qui ont déjà été menées par mon prédécesseur. Je voudrais également solliciter votre appui et votre soutien afin que, main dans la main, la famille Suède puisse continuer à obtenir de bons résultats. Organisation d'une table ronde de mobilisation des ressources en 2019, mise en place d'un partenariat public-privé autour du dividende démocratique 2030-2060, quelques objectifs qui attendent le projet Suède présidé par la Côte d'Ivoire. Notons qu'il vise le renforcement du niveau d'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Objectif, l'accélération des dividendes démographiques. On en vient à la foire du Nigeria qui est à sa 2e édition. C'est une plateforme d'intégration économique et qui vise le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. C'est ce que nous dit Christ Diomandé dans un commentaire de Isaïo. 3 jours d'exposition des produits industriels, agroalimentaires, gastronomiques et touristiques dans plus de 100 stands. La foire commerciale du Nigeria met en valeur les riches potentialités culturelles, industrielles de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. So we want a Côte d'Ivoire government to patronize us. On aimerait que le gouvernement ivoirien puisse les aider à vendre leurs produits et aussi faire des commandes selon leur design, le design qu'ils veulent, les vannes, les cars, les mini-cars. Eux aussi ils vont les fabriquer et les apporter ici pour pouvoir facilement vendre en Côte d'Ivoire. Pour les initiateurs, cette édition contribue au renforcement des relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Et ils sont venus pour comprendre, pour faire l'étude du marché de la Côte d'Ivoire. Donc après ça, ils vont voir pour connaître les opportunités que
ce marché ivoirien les réserves. Ils sont venus pas pour venir vendre les produits, mais pour venir montrer les produits aux Ivoiriens, pour que les Ivoiriens ils viennent et soient les représentants ici en Côte d'Ivoire, pour que la relation bilatérale économique soit vraiment au beau fixe. Pour les visiteurs, cette foire est une occasion de faire de bonnes affaires. Je constate qu'il y a beaucoup d'innovations dans les produits. Vraiment, je suis très impressionné par le talent de ces producteurs. Cette deuxième édition de la foire du Nigeria, qui avait pour thème potentialité industrielle et culturelle au sein de la CEDEAO dans le 21e siècle, a été une plateforme de rencontre entre les opérateurs économiques des deux pays. En bref, le lycée municipal de Niakara enregistre en cette fin de deuxième trimestre de l'année académique 2018-2019 au moins 35 cas de grossesse dans le rang des élèves. Pour des enseignants de ces établissements scolaires du secondaire, la situation résulte de l'incapacité des jeunes à contrôler leur sexualité sous le regard impuissant de leurs parents. Sport, basketball, la Fédération internationale de basketball Zone Afrique a procédé à l'inauguration de son nouveau siège à Abidjan. Regardez. Près de 58 ans après sa création, FIBA Afrique possède sa maison de basket. En présence de plus de 150 personnes, elle a procédé à l'inauguration de son nouveau siège. Un événement historique qui a eu l'honneur d'accueillir le gratin du basketball africain et mondial, dont l'ancien basketteur chinois Yao Ming, ambassadeur mondial de la Coupe du monde de basketball FIBA 2019. Le bâtiment de 2 étages comprend une esplanade de bienvenue, une salle de conférence, une terrasse en bordure de lagune, une salle des Hall of Fame, des bureaux, un studio d'enregistrement, une salle polyvalente, un restaurant et une terrasse cursive non couverte. L'État ivoirien a profité de l'occasion pour élever au rang de commandeur du mérite sportif Horacio Mouratore, président de la FIBA, et Aman Nyang, vice-président de la FIBA et président de FIBA Afrique. Andreas Zaklis, secrétaire général de la FIBA. Ingo Weiss, président du conseil d'administration des bureaux régionaux de la FIBA. Marcus Studer, directeur général de la FIBA, ont été élevés au rang d'officier du mérite sportif. Le nouveau siège de FIBA Afrique est construit sur un terrain de 4000 m² et tous les travaux de construction ont été réalisés par des entreprises ivoiriennes. De l'actualité, je vous retrouve tout à l'heure à 6h30. Merci Régis. Et de cette balle gigantesque, on a une petite information pour la petite balle avec Roger Federer qui a remporté son Master 1000 à Miami en 2-7, 6-1 et 6-4. C'était contre John Easter. Et pour vous permettre d'affiner votre swing, pourquoi pas, on vous fait travailler les tailles avec le coach Cyril Niamké. Vous, j'espère que vous allez bien, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Coach Cyril Niamké pour vous servir. Alors aujourd'hui on va travailler la taille avec 3 exercices, 3 petits exercices pour 10 répétitions. On va les répéter 3 fois. On n'a pas forcément besoin d'un tapis, juste le poids du corps, et vous pouvez même faire l'exercice au sol. Ce qu'on va faire au sol ou celui qu'on va faire au sol, vous pouvez le faire au sol sans avoir forcément besoin d'un tapis. Premier exercice, on va juste mettre les doigts au niveau des tempes, d'accord, comme ceci. On redresse les coudes. On va envoyer le genou gauche vers le coude droit et alterner le mouvement. 5, 4, 3, 2, 1. Position bien droite, abdos bien gainés. On fait une petite rotation, on vide l'air, on expire et on alterne. Mouvement très simple, 2 côtés compte pour une répétition. Allez, 2. 1. N'oubliez pas d'expirer, de faire une bonne rotation. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9 et 10, parfait. Deuxième exercice, toujours les mains au niveau des tempes. On va descendre légèrement en squat. Donc vous prenez appui avec toute la surface du pied, le dos bien droit, genou vers l'extérieur, jambes légèrement fléchies. On va envoyer les coudes au niveau des hanches et alterner. Toujours 10 répétitions, 5, 4, 3, 2, 1 avec moi. Allez. 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 10, parfait. Dernier exercice, le troisième. Alors au sol, on va se mettre en position de pompe.
monter le bassin, donc monter les fesses, essayer de toucher le pied opposé à la main, revenir en position de pompe et changer de position, changer de côté. D'accord? 5, 4, 3, 2, 1, on repart. Go! Avec moi. 1. N'oubliez pas d'expirer à chaque fois que vous faites un effort. 2. 5. Cherchez le pied. 6. 7. 8. 9. Et 10. Première série d'exercices terminée. Je transpire déjà. Allez, on va pour la deuxième série. Le même principe, les mêmes exercices. Les mains au niveau des tempes pour le premier. Genoux au niveau du coude opposé. On part ensemble, allez go. 1, 2, cherchez le genou. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, parfait. Le deuxième exercice, j'espère que vous n'avez pas oublié, on fléchit légèrement les jambes, genoux vers l'extérieur, les mains au niveau des coudes, les mains au niveau des tempes, pardon. On touche, on essaie de toucher, d'accord, la naissance des fesses et on alterne. 5, 4, 3, 2, 1, on fléchit, allez go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, parfait. Ça ressemble un peu à une danse, mais bon, ça arrive vraiment. Faites-moi confiance. Position de pompe. Troisième exercice, le même principe. Allez, go. Super. On part pour le dernier circuit. Encore une dernière fois avec moi. Allez, les mains au niveau des tempes une dernière fois. Cette fois-ci, on va aller vers l'extérieur. On va changer un peu vers l'extérieur. Et on expire. D'accord? On va alterner ça. Donc, on part maintenant du même côté. 5, 4, 3, 2, les mains au niveau des tempes toujours. Avec moi. Allez, 1, 2. Les deux côtés comptent toujours pour 1, 3. Parfait. On descend automatiquement, on enchaîne, allez go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N'oubliez pas de respirer. 9 et 10, parfait. Dernier exercice. Pour 10 répétitions, toujours position de pompe, vous êtes bien stable sur vos appuis. On touche au côté opposé, on se redresse et on revient. 1. Parfait. J'ai la taille en feu. Et s'entraîner, c'est toujours un bon moyen de commencer la journée. N'oubliez pas de prendre votre petit déjeuner. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Ah pardon, je passe un coucou à Marco et à Alix. Je les attends toujours sur le plateau. Il faut qu'on s'entraîne ensemble un jour au moins. Au revoir, prenez soin de vous. Merci coach Cyril Niamke, c'est sûr que le coucou sera transmis à mon cher Marco. On a pris de l'énergie, on peut prendre maintenant la route pour un petit point route. C'est parti. Trois axes aujourd'hui qui nous accueillent comme à l'accoutumée, mais pas que toujours. Aujourd'hui, on démarre avec le boulevard lagunaire du côté du plateau, avec la complicité bien sûr de Jacques Brou aux manettes en régie en haut. Ça se passe parfaitement bien. Dans un sens, quelques voitures, mais dans un autre, bon, c'est pareil, hein, on va dire dans les deux sens, avec cette belle image de notre perle des lagunes. Et ça se passe bien du côté du plateau. Élément de visibilité toujours demi, c'est normal. Nous sommes un peu tôt le matin. On part pour une deuxième fois. C'est le boulevard Latry, un autre boulevard actualisé avec le ciel qui se fait plus blanc. C'est normal, le soleil se lève, la journée aussi. Avec le tintamarre des véhicules, on suppose, hein, dans ces deux couloirs, là, ces deux voies du boulevard Latry qui mènent
à notre chère Maison Bleue. Mais ça va, ça se passe bien. On en a une autre encore. On y va, on va scruter l'horizon de ce côté-là, continuité du boulevard lagunaire. Image actualisée, un peu statique hein, pour le moment, mais bon, on peut décrypter. Voilà, ça se passe bien en tout cas de ces côtés-là. Donc, pas d'affluence, circulation bien modérée. Et puis, je pense que vous êtes plus en face de vos écrans de télévision en train de nous suivre. Et nous sommes très heureux de le savoir. Heureux de pouvoir vous donner une autre information. C'est dans le cadre de Inforoute, bien sûr. Monsieur Paul Arnaud Icou est en notre compagnie. C'est le premier échange. Mais pour l'heure, jingle. Bonjour Monsieur Icou. Bonjour Alix. Bienvenue. Merci beaucoup. Bon matin, ça se passe bien? Ça se passe bien. Super. Alors aujourd'hui, on parlera du partage des responsabilités dans un accident matériel. Matériel, exactement. Assez légion, hein, les accidents qui surviennent ça et là sur nos voies. Exactement. On va distinguer deux catégories d'accidents. Les accidents corporels avec les victimes humaines qui vont subir des blessures ou peut-être pire, des décès. Et l'accident matériel, c'est généralement ce qu'on appelle chez nous les accrochages, des simples froissements de tôle. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va essayer de voir comment partager les responsabilités pour éviter les éclats de voix, les coups de gueule chaque fois qu'il y a des accrochages. Et d'autres violences encore. Hein. Alors, on prendra au cas par cas et puis savoir comment détermine-t-on la responsabilité dans les accidents matériels. Bon, le principe, c'est un principe général. Hein. La responsabilité, vous commettez une faute ou commettez un fait dommageable, c'est que tu causes un préjudice à quelqu'un. Dès qu'il y a un lien de relation de cause à effet entre votre acte et le préjudice, vous devez le réparer. C'est cette obligation-là. Vous devez le réparer. Et ça s'applique pareillement dans le code de la route aussi, à la nuance qu'ici, il faut faire attention entre la faute, qui va être une faute pénale qu'on connaît d'habitude, et qui n'est pas forcément liée à l'accident. Je prends un cas simple. Le téléphone au volant, tout le monde sait qu'il est interdit. Mais ce n'est pas parce qu'un des conducteurs était au volant qu'il est forcément responsable de l'accident. En même temps aussi, je rappelle aux automobilistes que c'est des cas d'école. Ça arrive très rarement parce que très souvent, quand on viole les dispositions du code de la route, on est très souvent responsable, on est impliqué parce que l'obligation de vigilance, de prudence, l'obligation de maîtrise du véhicule n'est pas toujours atteinte parce qu'on est soit distrait, soit... il ne faut pas se prémunir tout de suite de la jurisprudence pour s'en sortir. Exactement. Il faut qu'il y ait un lien entre la faute que vous avez commise et le préjudice pour qu'on engage votre responsabilité et qu'on dise que vous êtes responsable à 100% de l'accident. Voilà. D'accord. Alors, comment fait-on pour savoir qui a raison ou qui a tort lors d'un accident matériel? Oui, justement, là, le principe, c'est la preuve. C'est comme on a en droit. Il faut pouvoir prouver qu'on a raison, qu'on a tort. Cette preuve-là, on va l'établir par tout moyen. Mais généralement, c'est les témoignages qu'on va recueillir quand l'agent constaté va revenir. Il va arriver des cas où il est difficile, vraiment difficile d'établir qui a tort, qui a raison. Et on va appliquer ce que les assurances ont appelé le barème de responsabilité. Cela intervient dans quel cas généralement? La difficulté à Alors, soit on n'a pas de témoin, soit les feux étaient en panne. Il y a beaucoup de dispositions. Et c'est légion. C'est plus courant même d'avoir des difficultés de prouver qu'on a tort ou raison que le cas inverse. Il y a beaucoup de situations, il fait nuit, on n'a pas eu donc c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de clats de voix. Et là, les assureurs vont appuyer, on dit les assureurs, mais très souvent le juge aussi l'applique, très souvent en matière de code de la route, c'est pourquoi depuis un moment on l'enseigne même dans les auto-écoles, ils vont appliquer un barème de responsabilités. C'est-à-dire les assureurs, dans l'impossibilité de prouver qui a vraiment raison, qui a tort, on va dire, toi tu as raison à 100%, tu as raison à 50%, un tiers, deux tiers, ainsi de suite. Donc c'est ce barème-là qui fait que les gens l'appliqueront. Et ce barème-là très souvent on dit celui qui heurte un véhicule par l'arrière à tort à 100%. C'est un peu ce principe-là qu'on applique très souvent pour déterminer qui aura raison, qui sera indemnisé ou qui sera responsable de l'accident. Mais à ce niveau-là, des fois, il y a des personnes qui créent exprès, on va dire, la collusion de derrière avec une mauvaise manœuvre. Exactement. C'est comme je disais, donc si on n'a pas la preuve qu'il a commis la faute efficacement ou qu'il a commis la faute à 100% qu'il est responsable, on va essayer d'analyser plusieurs cas. C'est vrai que c'est vrai que des fois dans la circulation, un peu sur la nervosité, quand on voit un conducteur mal conduit, on a tendance à dire il faut foncer, non, je vais pas laisser passer. Exactement. Ça risque d'engager votre faute aussi, votre responsabilité. Et il va avoir un partage de responsabilité si on n'arrive pas à prouver qu'en ce moment-là, il est en train de commettre une faute. Et vous allez partager cette responsabilité-là. Donc vous aussi, en tant que conducteur, on ne regarde pas la faute de l'autre pour conduire. On s'est prémuni des dispositions du code de la route, on s'est prémuni des actes pour protéger sa responsabilité. C'est un peu le principe du barème de responsabilité.
Dans le cas contraire, vous allez soit assumer une partie, peut-être même 100% de la faute là où vous aviez en face de vous un mauvais conducteur. D'accord. Comme quoi, il faut faire très attention sur les voies et volants. Comment ça marche le barème des responsabilités? Comme je disais tout à l'heure, c'est dans le jargon des assureurs. C'est eux qui ont trouvé cette solution-là pour pouvoir s'y partager les responsabilités entre elles, les assurances entre elles, pour voir comment indemniser les victimes ou qui supportera la responsabilité. Je le rappelle un peu, c'est un principe. Soit on est à 100% responsable de l'accident, donc ça nous fait 1, ils vont indiquer 1 point. Soit on est à moitié responsable, donc on dit un demi-point. Soit on partage les responsabilités 1 quart, 3 quarts, en fonction de ces principes-là. Et il y a des images, c'est-à-dire il y a des scènes d'accident, des cas d'accident qui ont été stéréotypés. Et dès que votre accident correspond à une vignette, on applique la responsabilité, on ne réfléchit pas autrement. Voilà, on ne réfléchit pas autrement. On espère que c'est actualisé au fur et à mesure. Oui, c'est actualisé au fur et à mesure. C'est vrai que c'est actualisé. C'est le code des assurances, il s'actualise régulièrement en fonction des complexités de la situation. Mais généralement, c'est des cas qui sont légion communs. Par exemple, sur cette image, on verra que... D'accord, on a l'image qui va apparaître. Oui. On la décrypte ensemble. Exactement. Dans cette image, on verra que on a deux véhicules qui se suivent, qui sont sur la même voie, qui vont dans le même sens. Et sur la vignette de gauche, il va percuter l'autre par l'arrière. D'accord. Sur la vignette de droite, il percute par l'arrière, mais sur le côté. Dans tous ces cas-là, la voiture qui est en avant, qui est sûrement du X, n'a aucune responsabilité. Donc, celui qui est derrière va assumer à 100% la responsabilité. C'est un peu comme ça que ça marche. Donc, quand vous allez arriver, que vous aurez du mal à justifier qui a tort, les assureurs, ils regardent ces vignettes-là et ils vont vous attribuer une part de responsabilité. C'est un peu flagrant, hein, parce que l'autre a vraiment de essayé passer. Dans ce cas-là, c'est très flagrant parce que, bon, vous le suivez. Quand vous le suivez, vous êtes à l'arrière, l'obligation qu'on vous impose, c'est respecter des distances de sécurité et c'est d'avoir la maîtrise du véhicule. Donc, on suppose que même si l'autre a freiné un peu brusquement, si vous aviez respecté une distance de sécurité ou si vous étiez très vigilant, vous aurez pu vous arrêter. C'est pareil. Ici, on a une autre illustration, oui. Ici, par exemple, on a deux voies, donc on a deux véhicules qui sont ici, chacun sa voie. Et on se rend compte que lors d'une manœuvre, d'un dépassement, le véhicule de devant peut-être va couper, comme on voit sur la vignette du milieu, le véhicule va couper devant le véhicule à l'arrière. Et là, ici, contrairement à ce qu'on disait, vous verrez qu'on va partager les responsabilités. Vous êtes sur deux voies. Beaucoup de règles d'éco vont s'appliquer, soit parce qu'il y a un dépassement de ligne, comme on l'a vu la dernière fois, soit parce qu'il y a une mauvaise manœuvre. Donc, on va partager les responsabilités. On ne va pas chercher à savoir qui a tort, qui a raison, parce que ce sera difficile. On va dire, OK, vous êtes à moitié responsable l'une et l'autre, et les assureurs, en fonction de cela, vont indemniser les victimes, ainsi de suite. En tout cas, plusieurs cas de figure. Il y a beaucoup de cas de figure. Ici, on est dans les cas de... Notamment, on en a encore. Hein. Oui, là, on est à Petit cours pour ce matin. Là, par exemple, on a des intersections. Et ici, c'est la règle de la priorité à droite que tout le monde connaît, à l'absence de panneaux de signalisation particulière. Tout le monde, entre guillemets. En l'absence de panneaux de signalisation particulière, on va avoir la responsabilité. Et donc, celui qui va griller la priorité à droite de l'autre, il va assumer à 100% la responsabilité. Par contre, dans le deuxième cas, on va se rendre compte qu'on peut avoir des difficultés. Les feux sont en panne, les signalisations n'existent pas. Et surtout, s'il y avait des feux et que les feux sont en panne au moment où vous arrivez, la règle va changer un peu la priorité. C'est celui qui sera dans l'axe de l'intersection qui aura la priorité. Donc, vous le laissez passer. Et dans le cas, on verra bien que la voiture dans l'intersection vient heurter sur le flanc l'autre véhicule qui était déjà engagé. Tout prouve qu'il était déjà engagé. L'autre devait simplement s'arrêter. Monsieur Ekou, là, on est dans un schéma bien simplifié. Hein, et dans le cas d'espèce où on a 4 véhicules en même temps sur 4 axes différents. Oui, c'est prévu aussi par ce barème-là. Chez nous, on a identifié une vingtaine de cas. Et c'est comme ça que c'est écrit dans le code. C'est dessiné comme ça. Quand il y a une vingtaine de voitures, il y a un carambolage, il va y avoir aussi un partage de responsabilité. Les carambolages, il y a deux niveaux. Soit c'est des véhicules à la chaîne, soit c'est des véhicules qui viennent en cas de suraccident. Et donc, il va y avoir des partages de responsabilité en fonction des situations, en fonction qu'on aura une intersection, en fonction qu'il n'y aura pas d'intersection, en fonction qu'on sera sur l'autoroute. Donc, ce n'est pas évident comme ça si on n'a pas un cas devant soi. Mais je veux dire que le cas, il est prévu. Dans le partage de responsabilité, il est prévu, le code partager la responsabilité, quand on n'a rien fait, on est tranquille devant. Justement, c'est pourquoi il faut prendre soin de respecter d'abord ces codes de la route et surtout de pouvoir établir qu'il y a une faute. Dans le cas contraire, bon, vous assumez la responsabilité ou vous partagez la responsabilité avec l'autre. On a un cas concret là, hein, avec ce qui se passe à l'image là. Oui, là on a deux véhicules qui sont heurtés par le flambeau. Malheureusement, c'est une image, on ne sait pas qui est fautif de l'accident, on n'a pas bien la situation de la route. Mais ici, le véhicule arrière semble avoir percuté l'autre. Et beaucoup plus touché.
Oui, mais du fait du choc? C'est parce que moi je regarde, c'est la position qu'il aura. C'est pas parce qu'il a plus de choc qu'il est forcément responsable ou fautif. Mais ici, il est clair qu'il a peut-être grillé la priorité, il a heurté de plein fouet le flanc de l'autre véhicule. Il va sûrement assumer la responsabilité. Voilà. D'accord. Et on a d'autres images, mais en tant comment se fait le barème, on l'a expliqué. Peut-on le contester? Oui, évidemment, comme je le disais, le barème, c'est lorsqu'on n'a pas les moyens d'établir sa responsabilité que les assureurs l'appliquent, les assureurs ou bien le juge même pour le contester. J'ai vu des décisions comme ça. Sauf que le principe, c'est j'ai raison ou j'ai tort, c'est-à-dire que je peux établir. Donc, si vous pouvez contester le barème à votre assureur ou à l'assureur de la partie adverse, mais ça doit se faire devant les juridictions. Mais très souvent, il y a peu de chances qu'on gagne parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments pour prouver. On a juste ses émotions, sa colère, mais ce qu'on pense avoir fait ou avoir raison peut ne pas être le cas lorsqu'on va commencer à détailler, on va démontrer. Il y a plein d'éléments, il y a plein de facteurs à prendre en compte dans un accident de la circulation. Et donc, on peut le contester. On le constatera en justice, mais très souvent, il est difficile d'établir la preuve contraire. Voilà. Alors, on a d'autres cas, hein, au-delà de ce qui est organisé, légiféré, les cas de règlement amiable lors d'un accrochage. Oui, bon, cela n'engage que les deux personnes. Cela n'engage que les deux personnes. Je pense qu'on en avait déjà parlé, c'est le constat amiable d'accident ici, qui est différent du règlement amiable, je préfère le dire. Parce que bon, le constat amiable, c'est que vous êtes tombé d'accord, vous connaissez bien ces barèmes-là, et vous avez vous-même constaté qui a tort, qui a raison, vous remplissez un formulaire, l'assureur, il tient compte de votre partage de responsabilité, ça va. Le règlement amiable, ça va être une transaction. On le voit très souvent, il a été par l'arrière, il a froissé la tôle, il se rend compte qu'il peut réparer le préjudice, séance tenante, il sort de l'argent de sa poche, il dit bon je m'excuse, voilà. Et si vous acceptez, du coup vous exonérez les responsabilités, l'autre répare, ainsi de suite. Donc ça c'est le règlement amiable. Et c'est pratiquement le même principe des barèmes de responsabilité. Généralement dans le règlement, c'est celui qui est en faute qui vient souvent faire des propositions. Très bien. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Merci beaucoup, on espère que les différents usagers de la route en ont pris bonne note et que ça va bien se passer sur les voies. Nous, on part pour des données météorologiques. C'est la période, hein. Nous sommes en avril, il faut faire attention. Et Régis revient pour le second flash. D'accord, nous sommes de retour sur le plateau, le temps de régler tout ce qui se passe en haut. On a quelques informations, je vous le disais à l'entame, nous démarrons aujourd'hui le cérémonial des obsèques. Dans quelques instants, je vous donne l'intégralité du programme, mais pour l'heure, c'est la météo. Bonjour à tous. Ce lundi, les régions du littoral, du nord-est et de l'ouest seront généralement nuageuses tôt le matin avec quelques pluies localisées. Par la suite, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé. Le reste du pays sera partiellement nuageux. Les températures de l'après-midi, 27 degrés pour deux villes, Abidjan et Adiaké, 25 degrés à Bandoukou et à Bouaké, 24 degrés pour Daloa, 25 à Dimbokro, 24 pour le Go et le Poro, 23 degrés pour la ville de Mans, 24 degrés à Odiéné, 26 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou, finalement 25 degrés pour Yamoussoukro. Ce lundi après-midi, le début de période sera généralement ensoleillé sur l'ensemble du pays. Des formations de nuages orageux accompagnés de pluie seront présents en milieu ou en fin de période sur les parties nord, ouest, centre-ouest et est. Cette situation pourrait intéresser les zones du sud forestier en fin de période. Le reste du pays sera généralement nuageux. Les températures au lever de ce jour, 31 degrés pour Abidjan et Adiaké, 35 degrés à Bandoukou, 34 degrés pour Bouaké, 33 degrés à Daloa, 35 à Dimbokro, 33 degrés pour le Go et le Poro, 32 degrés pour la ville de Mans, Odiéné affiche 33 degrés, 31 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et 34 degrés pour Yamoussoukro. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon début de semaine à tous et à chacun.
Madame, Monsieur, vous suivez l'actualité africaine. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. En République démocratique du Congo, les élections législatives se sont déroulées normalement hier dans les régions de Beni et de Butembo dans le Nord Kivu et de Yumbi à 300 km au nord de la capitale Kinshasa. Environ 1,2 million d'électeurs n'avaient pas pu voter en décembre dernier en raison des problèmes de sécurité et d'une épidémie d'Ebola. Des centaines d'Algériens ou de Français d'origine algérienne ont à nouveau manifesté hier à Paris en faveur d'un changement de régime en Algérie. Une manifestation a aussi eu lieu à Marseille. Ils brandissaient des slogans pour un renouveau en Algérie. Un peuple uni ne sera jamais vaincu ou Bouteflika inapte à jouer à cache-cache, pouvait-on lire sur les pancartes. Le 7 avril prochain, le Rwanda va commémorer le 25e anniversaire du génocide de 1994, dont le traumatisme est encore loin d'être effacé, malgré tous les progrès accomplis en un quart de siècle par ce pays. Construire l'unité nationale et durable demeure la priorité des autorités de Kigali et également celle des populations. Suivez. L'accolade est longue et chaleureuse. Pascal et Jean Bosco se connaissent depuis 50 ans. Ils étaient à l'école ensemble. Mais il y a 25 ans, leur amitié bascule. Pascal fait partie du groupe qui a assassiné le père de Jean Bosco lors du génocide. C'est une très bonne chose que nous soyons assis ensemble. D'autres devraient suivre notre exemple de se comprendre comme nous l'avons fait après le génocide. Après nous être pardonnés, notre relation est bien meilleure qu'avant. Je le vois aujourd'hui comme un de mes meilleurs amis, un de mes amis les plus proches. Ces deux paysans ont la soixantaine. Ils vivent dans le village de Mutete, à 45 km au nord de Kigali, une région agricole où ils font pousser du manioc, du sorgho ou encore des patates douces. Travailler semble évident aujourd'hui, mais le chemin vers le pardon n'a pas toujours été facile pour Jean Bosco. Ce n'était pas facile. Je ne me sentais pas capable d'adresser la parole ou de partager quoi que ce soit avec les responsables de ce qui s'est passé. Mais avec le temps, avec la prière, le dialogue a été renoué petit à petit. Nous avons commencé à pardonner, à parler du pardon et à l'enseigner. En avril 1994, Mutete a payé un lourd tribut à la folie sanguinaire des miliciens Hutus. Plus de 1000 de ses habitants ont été tués. Jean Bosco a survécu, mais il a perdu sa femme et 4 de ses 6 enfants. Son père, qui avait réussi à fuir, a été rattrapé plus tard dans la forêt. Pascal était dans le groupe qui l'a tué. C'était une honte indicible, je ne vais pas vous mentir. On a honte de se présenter devant une personne à laquelle on a fait tant de mal. On partageait tout avec Jean Bosco, on était en classe ensemble. Le fait que j'étais un de ceux qui a tué son père était un énorme problème. Et je ne l'accusais de rien en plus. C'est pour ça que c'était très difficile pour moi de l'admettre. Pascal a passé 18 années en prison après avoir été condamné par un tribunal populaire. Pour Jean Bosco, la reconstruction a été longue. Aujourd'hui, il est remarié et a eu 5 enfants. Dans une déclaration commune signée au premier jour de la visite du pape au Maroc, le pape François et le roi Mohamed VI demandent que soit conservé et promu le caractère spécifique multireligieux de Jérusalem. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci à toutes et à tous de votre attention. L'information sera de retour à 7 h et nous allons développer l'actualité internationale. Merci à vous, Régis Cauchy. Vous n'auriez peut-être pas remarqué, nous sommes le 1er avril. Justement, c'est, si. Des SMS un peu suspects, non, pas encore. Non, mais vous savez bien de quoi je veux parler. Et vous aussi à la maison, sûrement aux encablures de à 0 h 1 minute. Vous avez reçu quelques messages avec des récits assez bizarres. Mais bon, ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'on appelle le poisson d'avril. Et nous sommes bien dans la période, avec ce premier jour de ce 4e mois. Nous vous lançons un petit reportage qui parle bien sûr de ce poisson-là. Mon premier poisson d'avril... C'était avec ma petite soeur.
Je dormais un après-midi, elle et moi on avait déjà parlé d'un fait. Et comme ça elle m'appelle, étant dans mon sommeil, elle me dit comme ça que son chéri vient de lui donner 5 millions. Je me suis réveillée, très heureuse. Je ne savais même pas comment m'habiller, quoi prendre. Parce que j'étais vraiment très contente. Pour moi, ce qu'on a dit allait se réaliser. Donc tout de suite, je suis rentrée sous la douche. J'ai fini de faire ce que j'avais à faire sous la douche. Et elle me rappelle quelques temps plus tard. Pour moi, elle allait me dire non, c'est dans tel endroit, je devais la trouver. Elle me dit non, que c'était un poisson d'avril. Vraiment, j'étais très, très énervée. Parce que là, elle a gâché mon rêve. Mon premier poisson d'avril, là, c'est lorsque j'étais hors d'Abidjan, voilà, je peux dire à Divo. Et voilà, j'étais couché et j'ai reçu un message. Bon, moi-même, j'ai oublié que j'étais dans le mois d'avril. Voilà, parce que quand le mois arrive, voilà, tu t'oublies. Et donc, il y a l'un de mes frères qui m'a envoyé un message qui me dit que il est venu le chercher à la gare à 10h. Bon, j'étais tout heureux. Et je pars à la gare et je vois qu'il n'est pas là. Donc, je lui envoie un message, je l'appelle. Ah, mais allô, frère, tu es où? Il me dit que c'était un poisson d'avril, vraiment. Ah, ça m'a vraiment touché. Et voilà, j'ai souri et tout, quoi. Il m'a dit que c'était mon poisson d'avril qui était là. J'ai fait un poisson d'avril à mes parents. Et là, c'est quand j'avais 18 ans. Voilà, je fais un poisson d'avril que j'avais enceinté une fille et tout, quoi. Bon, ça avait surpris mon père et ma mère. Et après, voilà, j'ai dit, c'était un poisson d'avril et tout. Bon, ils m'ont cru. Bon. En fait, quand j'avais parlé que j'avais enceinté une fille, bon, ils n'étaient pas fâchés. Voilà, ils n'étaient pas fâchés. Ils m'ont dit que voilà, je suis un garçon, que je prends des précautions, tout, que je suis un homme maintenant. Et quand j'ai dit que c'était un poisson d'avril, voilà, ils étaient tous souriants et tout, quoi. Je n'ai jamais fait, maman m'a déjà fait. Au fait, c'est mon maître de ceux que j'aimais bien qui m'a dit qu'il a été affecté. Ça nous a fait mal, on a pleuré. Il nous disait que c'était un poisson d'avril. J'ai fait un plan avec un de mes amis qui s'appelle Aziz. On est rentré à la maison et puis on a vu sa maman. Elle était à faire à manger. Donc on est sorti. Et ceci étant, j'ai dit à mon ami que sa maman était là à faire des pizzas à la maison. Il m'a cru. Donc il s'est levé et il est rentré directement à la maison. Malheureusement, il a trouvé des gratins. C'est ça le vrai poisson d'avril. On a déjà fait un poisson d'avril. Bon, pour moi, c'était une affaire. J'avais beaucoup peur de mon papa. Donc j'étais à la maison. Il était 18h. Le ballon était intéressant. Et on me dit, mon papa est venu. Ah, j'ai eu peur. Hein? J'ai filé tout droit à la maison. J'ai pu voir mon papa. En même temps, ma maman a profité pour me dire de partir me laver. Ça, c'était un vrai poisson d'avril pour moi. Et voilà, il nous reste encore 29 jours pour ce mois d'avril, donc ne nous faites pas si confiance que ça, hein. On peut vous envoyer un poisson d'avril, mais bon, on va scruter, analyser, et puis avec toute l'équipe, on voit ce que ça donne. Entre-temps, aujourd'hui c'est lundi, donc tous les lundis on a Instant Vérité, et donc aujourd'hui Gabriel Zani, pour une petite rediffusion, on fera en tout cas une part belle à la journée internationale de la femme, et durant le mois de mars, vous l'avez constaté ici en plateau, on a reçu des femmes qui venaient parler de divers sujets concernant bien sûr la jeune féminine et au-delà toutes les tranches de la population. C'est Madame Georges Zamblé, elle est experte en genre et développement que nous avons reçu. Le thème c'était la promotion du genre que font les femmes pour en tout cas promouvoir les droits des autres femmes. On vous lance l'élément et dans quelques instants on sera à la thématique. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans Instant Vérité. Vous êtes dans Matin Bonheur. Depuis plus de 20 ans, les associations féminines pour la défense des droits des femmes foisonnent en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les débats sur la question des droits des femmes se tiennent de plus en plus dans les conférences, les assemblées. Une avancée certes, mais le leadership féminin peine à émerger. Seulement une poignée de femmes se distinguent, la politique, l'économie, la recherche scientifique, le transport, le sport, la musique, des secteurs toujours aussi bien tenus par les hommes. Alors,
que font exactement les associations féminines engagées dans la promotion du leadership féminin? Pourquoi leurs actions ne sont-elles pas perceptibles? Les femmes sont-elles elles-mêmes à l'origine de leur absence? Comment donc comprendre ces freins à l'émergence du leadership féminin? Pour répondre à ces questions, nous recevons à Instant Vérité Georgette Zamblé-Ballier. Georgette Zamblé-Ballier est psychologue, experte en genre et développement, présidente de l'ONG Lead Africaine et présidente du réseau des femmes entrepreneurs engagées et solidaires. Bonjour madame. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente de l'ONG Lead Africaine créée en 2011, c'est cela. Oui. En même temps, vous êtes présidente du réseau des femmes entrepreneurs et solidaires. Alors, vous travaillez pour la promotion du leadership féminin. Quels sont les résultats que vous avez obtenus? Aujourd'hui, on peut dire que nous avons au moins 500 femmes qui sont accompagnées, qui ont conscience d'elles aujourd'hui, qui ont confiance en elles. Ce sont 500 femmes qui entreprennent avec dignité, avec ambition. Ces 500 femmes formées, appuyées sur le terrain pour pouvoir prendre leurs responsabilités tout simplement dans le domaine politique, dans le domaine entrepreneurial. Alors, 500 femmes au moins. C'est voilà, ça. 500 femmes au moins. Alors, José Zamblé, vous êtes donc psychologue également. Alors, c'est reconnu qu'il est difficile pour une grande partie de la société de pouvoir, d'accepter même le fait qu'une femme soit à un certain niveau de management. Alors, mais la femme elle-même, comment perçoit-elle son leadership? Évidemment, la femme elle-même, elle se trouve face à des normes sociales qui lui disent il faut te mettre à tel endroit, voici le rôle de la femme, voici la place de la femme. Donc forcément, elle est dans cette culture-là et son leadership est perçu par le regard que la société veut lui porter, malheureusement. Ce que nous sommes en train de faire, nous, à notre niveau, c'est de faire de telle sorte que les femmes puissent changer de perception d'elles-mêmes, de leur position dans la société et agissent à travers leur propre regard et non à travers le regard que veut lui imposer la société. Madame, tout à l'heure, vous avez dit au moins 500 femmes formées dans plusieurs secteurs, n'est-ce pas? Politique, économie et tout ça. Alors, madame, l'ONG Lead Africaine existe depuis 2011. C'est cela. Quand on fait le décompte, ça fait combien aujourd'hui? Nous sommes à, on va dire, 8 ans, oui, 8 9 ans. Voilà, quand on fait le compte, ça fait 8 ans. Alors, madame, 8 ans, au moins 500 femmes formées dans presque plusieurs domaines. Et qui s'assument. Oui. Est-ce que ça, c'est suffisant? Ah oui, je veux dire, il faut aller, il ne s'agit pas non plus de vouloir faire de grandes choses et finalement de rien faire du tout. Il s'agit d'aller pas à pas, d'accompagner les femmes au rythme de nos ressources aussi, parce que nous le faisons sur fonds propres, c'est cela aussi l'engagement. Et donc, nous faisons de telle sorte qu'année après année, nous puissions non seulement former des femmes, mais les accompagner. Il ne s'agit pas de les former puis de les abandonner dans la nature. Et c'est ce que nous essayons de faire à notre humble niveau. Alors, vous les accompagnez en quoi faisant? Un exemple concret? Par la formation, par exemple. Nous faisons du coaching, parce qu'après les formations, nous disons qu'il faut quelquefois des accompagnements plus personnalisés. Et nous faisons en sorte que ces femmes, lorsque nous avons des ressources, que nous puissions quelquefois appuyer des projets qui les concernent, des projets qu'elles ont décidé de mettre en œuvre. Et nous sommes là pour accompagner ce type de projet. Même quand nous n'avons pas d'argent, nous faisons avec les conseils derrière, avec le temps que nous leur accordons justement pour des conseils, pour des avis, pour faire de telle sorte qu'elles puissent arriver non seulement à avoir une vision, mais qu'elles puissent également réaliser certains objectifs et qu'elles puissent se faire confiance, qu'elles puissent exister vraiment. Voilà, qu'elle puisse exister, se faire confiance. Mais madame, c'est vraiment étrange parce qu'au constat, on n'a pas les résultats, je vais dire, de votre travail. On ne sent pas sur le terrain avec toutes ces ONG féminines qui existent, au moins 500 femmes seulement formées. On ne peut pas comprendre cela. Je vais vous dire une chose. Nous sommes plusieurs organisations qui se battent, qui se défendent, avec des ressources propres. C'est cela aussi l'engagement, c'est cela la solidarité féminine. Et chacune essaie de faire à son niveau ce qu'elle peut. Je pars du principe que 1 + 1 = 2. Donc nous en faisons. Il y a d'autres organisations sur la place qui également le font.
Et c'est tout cela qui va faire que les femmes de plus en plus nombreuses vont prendre leur place. Déjà, au moins 500, ce n'est pas un petit nombre. À mon avis, 500 dans un vaste ensemble, mais c'est déjà cela. Donc si d'autres font 500, d'autres font 1000, vous voyez qu'au bout du compte, on y arrivera. Alors, madame, est-ce que l'un des obstacles majeurs à l'éclosion du leadership féminin n'est pas finalement la femme elle-même? Vous savez, j'ai pour habitude de dire qu'on ne doit pas donner aux femmes une arme, on va dire, d'autodestruction massive. Ce sont des stéréotypes. De vouloir faire croire à la femme que la femme est l'ennemi de la femme, de vouloir faire croire à la femme que dès qu'elle aperçoit une femme, cette femme-là est son problème. Ces mêmes problèmes qu'on peut constater ici et là existent également chez les hommes, mais ils n'en font pas une fixation. Donc moi, je refuse qu'on donne l'impression aux femmes que c'est elles-mêmes qui sont à la base de leur propre retard. Que ce sont les femmes. Et les femmes, à la limite, à force de leur dire, excusez-moi, je vais finir. À force de le leur dire, elles intériorisent cela et elles pensent effectivement que le problème de la femme, c'est la femme. Je dis non. Il y a des femmes qui sont l'amie des femmes comme moi, des femmes comme d'autres qui agissent, qui sont l'amie des femmes et qui font de telle sorte que les femmes deviennent autonomes, qui font de telle sorte que les femmes exercent un leadership là où elles se trouvent. Oui, mais madame, ce que nous avons constaté, c'est que les femmes ont peur des femmes. Vous voyez, dans une entreprise, quand vous êtes une femme, vous êtes souvent accueillie de façon pas très agréable par une autre femme. On se demande bien, est-ce que les femmes ne sont pas à l'origine du problème ou des problèmes que rencontrent d'autres femmes? Les femmes ne sont pas spécialement à l'origine de ce que d'autres femmes rencontrent. Ce que je vous dis là, des hommes également, il leur arrive d'accueillir d'autres hommes d'une certaine façon. Il s'agit de ne pas en faire une fixation pour ne pas donner à chaque groupe l'impression que ses ennemis se trouvent dans son groupe. L'idée, c'est de dire il y a dans la société des personnes qui se comportent de telle ou telle manière. Les femmes ne se comportent pas spécialement mal envers d'autres femmes. Celles qui se comportent mal avec tout le monde. Donc il faut faire attention à ne pas faire en sorte que les femmes intériorisent cela parce qu'on est en train de s'auto-détruire en pensant que la femme est l'ennemi de la femme. J'insiste pour dire qu'il y a beaucoup de femmes qui sont amies des femmes, qui sont amies des hommes, et c'est cela la société. Il n'y a pas une société où il y a des femmes à part, où il y a des hommes à part. Il y a une société où hommes et femmes sont partagés, tout simplement. On va faire les choses de façon concrète. Est-ce que les femmes qui ont pu sortir leur épingle du jeu tendent la main aux autres femmes en termes de solidarité féminine, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure? Je suis convaincue qu'elles le font. Généralement, lorsque ces femmes-là doivent le faire ou le font, ce n'est pas de façon publique forcément, ce n'est pas de façon médiatisée, c'est toujours de façon discrète, de façon officieuse, mais j'imagine qu'elles le font. Mais je veux dire, derrière ces femmes-là qui ont émergé, qui sont à certaines instances de décision, il y a toute la société civile qui est derrière, qui agit et qui fait de telle sorte que c'est ensemble que nous y arrivons. Tout le monde ne peut pas être forcément dans les sphères de décision, mais nous pensons que le leadership s'exerce quand même en accompagnant d'autres femmes. Oui, je vous pose la question parce que vous êtes psychologue, madame. Oui. Alors, est-ce que dans votre groupe, est-ce que, je veux dire, dans l'expérience de tout ce que vous avez comme activité à faire, est-ce que vous n'avez pas constaté malheureusement, et bien souvent, une certaine rivalité entre femmes qui installe une méfiance entre elles et qui empêche même d'autres femmes d'émerger? Elle existe à tous les niveaux. Elle existe. Mais peut-être que chez les femmes, c'est beaucoup plus accentué. C'est ce qu'on veut faire croire. Et je refuse que les femmes l'admettent et l'intériorisent. Cette rivalité, elle existe en tant qu'être humain, entre êtres humains tout simplement. Parce que chaque être humain a envie de se positionner. Et malheureusement, il y a des êtres humains qui pensent que briller, c'est éteindre les lumières des autres. Je ne crois pas en ce type de leadership-là. Je crois en un leader qui brille et qui fait briller les lumières des autres. Et nous pensons qu'il y a beaucoup de femmes qui s'inscrivent dans cette logique-là. Maintenant, comme dans tout groupe, il y a certainement des personnes qui font de telle sorte de créer un mur. Il y a des personnes qui, une fois arrivées, ne veulent plus faire redescendre l'échelle pour faire grimper d'autres. Mais ce n'est pas spécifique aux femmes. C'est ce que je veux qu'on comprenne bien. Les hommes le font, il y a des femmes qui le font certainement, mais on ne doit pas faire une fixation et dire que ce sont les femmes qui sont de telle manière. C'est là que je dis non. Non, parce mais là, que il s'agit du leadership stigmatiser féminin. les femmes, ce serait de faire de telle sorte qu'on ait l'impression que les femmes ne font rien pour d'autres femmes. Non, il y a beaucoup de femmes qui agissent en faveur d'autres femmes. C'est parce que les femmes se plaignent de ce fait-là, justement. Est-ce que la lutte pour l'émancipation de la femme n'est-elle pas devenue, ou bien n'est-elle pas finalement une lutte personnelle? C'est-à-dire que
nous avons entendu des femmes se plaindre du manque de solidarité de certaines qui ont pu émerger. Voilà le sens de la question, madame. Je vais vous dire une chose. Des femmes comme moi et comme d'autres, qui se lèvent le matin, qui sont engagées, qui décident de s'occuper des autres femmes, qui décident avec le cœur, avec passion même, de faire de telle sorte que d'autres femmes s'en sortent, que d'autres femmes exercent un leadership. Ces femmes-là qui sont en train de le faire, sont en train de montrer qu'il y a une solidarité féminine, sont en train de montrer que la femme est une préoccupation pour elles. Et j'aimerais vraiment qu'on le retienne et qu'on encourage plutôt ces femmes-là, au lieu de leur donner l'impression qu'elles ne font rien du tout, que rien ne se fait. Et cela se fait. Peut-être que si on avait encore d'autres, si on était plus renforcés, on ferait certainement mieux. Mais je vous assure que depuis toutes ces années de lutte, les choses ont vraiment évolué parce qu'il y a des femmes qui ont travaillé. Parce qu'il y a des femmes qui se sont données corps et âme pour que d'autres femmes puissent avoir leur place et pour que d'autres femmes puissent être autonomes et puissent s'en sortir dans la vie. Ok, madame. Alors, sur ce plateau, nous avons reçu des femmes qui, par rapport à l'émergence de la femme, à la visibilité de la femme et tout ça, les arguments qui ont été avancés, ont vite fait d'évoquer la volonté politique, peut-être le manque de volonté politique, on peut le dire ainsi. Alors, est-ce que les femmes politiques d'influence tirent vers le haut celles qui ont les capacités de diriger à un autre niveau? Est-ce que vous, dans votre groupe, dans votre ONG, vous avez eu cette expérience-là? Oui, nous, dans notre groupe, dans ce que nous faisons, dans l'appui que nous apportons aux femmes en politique, nous faisons en sorte que des femmes qui partent de rien puissent aussi émerger en politique, puissent s'assumer et puissent prendre leurs responsabilités. Et nous faisons en sorte que, même quand ce n'est pas en politique, certaines femmes sorties de nous prennent aussi d'autres initiatives, créent même d'autres organisations, parce que c'est cela aussi qui va faire la lutte. Est-ce qu'il y a un réseautage qui est fait? Absolument. De sorte que des femmes qui ont pu sortir leur épingle du jeu, comme je l'ai dit tantôt, puissent aider les autres qui peut-être sont encore à la traîne? Non seulement nous créons des tribunes pour partager les expériences, mais nous faisons de telle sorte que celles qui ont le mieux réussi apportent aussi leur soutien à d'autres. Et déjà, même en partageant leur expérience, nous pensons qu'elles sont en train de leur dire « Je suis passée par telle épreuve, vous connaissez tel problème, je les ai vécus aussi, mais voici comment j'ai triomphé, vous pouvez également faire la même chose que moi. » Et c'est important pour les femmes de se rendre compte qu'elles ne sont pas seules face à des problèmes et que d'autres sont passés par là, d'autres ont réussi, il n'y a pas de raison qu'elles ne réussissent pas. Alors, dans ce sens-là, est-ce que la volonté politique dont parlent ces femmes-là constitue véritablement un frein à l'émergence du leadership féminin? Je crois que les politiques ont certainement de la volonté. Je veux croire en leur bonne foi, en leur bonne volonté. Je veux croire surtout aux faits. Je veux croire que les politiques devraient encore faire plus. Parce qu'il y a possibilité de faire plus. C'est vrai, on me dira, oui, vous avez fait BG, vous avez fait ceci, oui. De 95 à maintenant, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont et j'estime qu'on peut faire plus, d'autant plus qu'aujourd'hui, ce n'est pas les expertises féminines qui manquent, ce n'est pas les compétences féminines qui manquent. Donc je pense qu'avec un peu plus de volonté, on pourrait avoir plus de femmes dans les sphères de décision. N'empêche, il y a des femmes qui exercent leur leadership. Si je comprends le leadership comme la capacité à influencer son environnement, apporter quelque chose aux autres, faire de telle sorte que des objectifs soient atteints, il y a du leadership qui est exercé. Maintenant, si on veut parler de représentation des femmes dans les instances de décision politique, administrative et tout ça, j'estime qu'il y a encore de la volonté qui doit un peu plus s'exprimer. Alors, donc ceci m'amène à poser une autre question qui est relative à la politique. Alors donc, les femmes politiques que vous avez encadrées, franchement, dites-nous ici, est-ce qu'elles ont du poids dans leur parti politique? Absolument. Des femmes arrivent à vous, elles existent juste dans un parti politique. Elles ont envie de s'exprimer, mais elles n'osent pas. Avec notre appui, il y en a qui sont allées à des élections. Elles n'osent pas parce que justement la société leur a mis dans la tête qu'une femme ne doit pas aller plus loin. Elles n'osent pas parce qu'au sein des partis politiques même, il y a des verrous. Et les partis politiques ont tendance à fonctionner comme un milieu masculin, avec des codes masculins, qui fait que les femmes, lorsqu'elles se retrouvent dans ces environnements, on a tendance à les ramener à leur rôle de reproduction. Aller faire la cuisine. Même dans les partis aller politiques. faire la cuisine, aller vendre le pain du parti, aller appeler les gens pour venir aux réunions. On veut les limiter à ça, alors qu'on sait très bien
que les personnes qui font la force des partis politiques en Côte d'Ivoire, ce sont les femmes. Alors, quand elles n'existent pas dans un parti politique, le parti n'existe pas. Alors, ce que nous demandons, on ne va pas me dire que celles qui sont là-bas sont juste bonnes à faire la cuisine, parce qu'il y a des femmes qui ont de la présence, il y a des femmes qui ont des compétences, elles en ont dans la tête, elles ne demandent qu'à s'affirmer, à ce qu'on leur donne de la place. Donc, maintenant, ce n'est pas toujours évident. Il y en a qui viennent à nous et nous essayons de faire le plaidoyer autant que nous pouvons, mais quelquefois, nous leur demandons aussi de prendre leurs responsabilités et de leur montrer que je peux sortir d'ici et puis m'assumer. Alors, ce plaidoyer-là, vous avez peut-être mené des études pour voir le problème réel, c'est quoi? C'est le genre masculin, c'est l'homme qui refuse que la femme prenne, je vais dire, peut-être la place devant lui. Vous savez, tout ce qui est changement, l'être humain est toujours un peu réfractaire dès qu'on parle de changement. Hein. Et beaucoup, aujourd'hui, nous sommes en 2019, et il y a beaucoup d'hommes, on va dire, intellectuellement élevés, qui ont tendance à vous ramener aux traditions. Ah oui, on est en Afrique. Ah oui, on est en Côte d'Ivoire. Je dis que ce sont des traditions qu'on utilise comme prétexte pour maintenir la société patriarcale et pour maintenir la domination d'un sexe sur l'autre. Mais, et nous sommes en train de faire de telle sorte que les mentalités changent, que les hommes comprennent que ce n'est pas une affaire de sexe, mais c'est une affaire de capacité, c'est une affaire de compétence et on doit y aller tout simplement. Bien, alors on doit y aller. Un quota de 30% dans les assemblées élues, c'est l'une des décisions phares d'un récent conseil des ministres. Alors est-ce que vous êtes optimiste quant à la mise en pratique de cette disposition-là par les partis politiques justement? D'abord, je suis optimiste du fait que c'est une première en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu de loi ou de projet de loi sur cette question-là des femmes. Et je suis optimiste parce que je suis convaincu que ce document étant encore un projet, il peut être amélioré pour répondre aux vraies aspirations des femmes. Je reste optimiste parce que je me dis que l'Assemblée nationale va non seulement améliorer les textes, va faire en sorte de le voter. Je suis optimiste parce que je suis convaincu que les femmes de Côte d'Ivoire vont se lever pour faire en sorte qu'il y ait des mesures d'application. Mais les femmes évoluent dans un milieu, comme tout à l'heure vous avez dit, dans un milieu majoritairement masculin. Oui. Alors, comment vont-elles y arriver? Oui. Nous sommes dans ce milieu majoritairement masculin, nous sommes à la mais nous ne nous sommes pas laissés faire parce qu'aujourd'hui, il y a au moins un projet de loi, même s'il y a 2 ou 3 points dedans que nous pensons qu'il faut améliorer pour pouvoir répondre vraiment à nos aspirations. Parce que si on veut que les femmes soient représentées, il faut quand même prendre en compte nos préoccupations. Personne ne va me convaincre qu'en Côte d'Ivoire, sur 40 personnes, il n'y a pas 20 femmes capables de diriger autant que les hommes. Personne ne me dira que les femmes n'ont pas les capacités. Et nous croyons que les femmes ayant ces capacités, elles peuvent s'exprimer. Il faut qu'on les laisse s'exprimer et qu'on fasse comme elles veulent, mais qu'on ne décide pas tout pour elles et qu'on dise non, ça vous suffit. Sur quelle base? La lutte, elle n'est pas loin. La lutte est loin d'être terminée. Il faut faire plus. La lutte n'est pas terminée. Nous pensons que nous commençons, nos enfants vont poursuivre. Merci Georgette Zamblé-Ballier d'être venue à Instant Vérité enrichir le débat sur le leadership féminin. Vous êtes la présidente de l'ONG Lead Africaine et la présidente du réseau des femmes entrepreneurs engagées et solidaires. Et aussi vous êtes psychologue, experte en genre et développement. Voilà, c'était la rediffusion du passage de Madame Georgette Zamblé, en compagnie bien sûr de Gabriel Zani. Et moi, je vous laisse pour quelques minutes en compagnie de Régis Kofi pour son dernier flash. Le dernier point de l'actualité dans Matin Bonheur. Merci à toutes et à tous de nous suivre. On démarre en Ukraine. Volodymyr Zelensky, comédien et novice en politique, a donné raison au sondage d'avant-scrutin qui le donnait en tête du premier tour de la présidentielle. Le 21 avril prochain, il affrontera le président sortant Petro Porochenko au second tour. Volodymyr Zelensky a obtenu plus de 30% des suffrages contre presque 18% pour le président Porochenko. En Slovaquie, l'avocate libérale Zuzana Kaputova va devenir la première femme chef de l'État slovaque, selon les résultats partiels quasi complets du deuxième tour de l'élection présidentielle publiée samedi par l'Office des statistiques. La militante anticorruption obtient 58% des voix. Les Turcs se rendent aux urnes pour des élections municipales à haut risque pour le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui est en pleine tempête économique après avoir livré une campagne harassante pour éviter le séisme d'une défaite à Ankara ou à Istanbul.
L'Élysée a procédé à un remaniement ministériel hier dimanche. Simette Ndiaye a été nommée porte-parole du gouvernement. La députée Amélie de Montchalin, secrétaire d'État aux affaires européennes. Et puis Cédric O devient secrétaire d'État au numérique. En bref, toujours en Chine, 7 personnes ont péri et 5 autres ont été blessées hier dans une explosion dans une usine de composants électroniques à l'est du pays. Les déficients visuels profitent depuis quelques années du développement des smartphones, devenus un spectaculaire vecteur d'autonomie et d'intégration, même s'ils nécessitent un apprentissage parfois complexe. Suivez. On est obligé de faire tout à l'oreille en analysant les flux de circulation. Alors sur un carrefour simple, des rues à sens unique qui se croisent simplement, c'est encore possible. Quand on est sur un carrefour complexe comme celui où on est, avec plusieurs routes qui se croisent, des doubles sens, des bus, là ça devient extrêmement complexe. C'est un Graal qu'on a cherché pendant très longtemps, nombreux industriels, pour ne pas avoir à développer un propre équipement qui demande un long apprentissage à l'utilisateur et qui devient vite obsolète. Et donc je dois réinvestir régulièrement dans de nouveaux équipements, prendre le temps d'apprendre. Le smartphone, on balaye ça. L'utilisateur sait l'utiliser. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellent début de semaine. Merci à vous, Régis Kofi, et très belle information concernant la France, hein, oui, avec la femme qui murmurait à l'oreille du président, maintenant porte-parole de la République, vraiment très relayée ce week-end. C'est une Africaine. Voilà, ça inspire d'autres Africaines, à l'instar comme nous, pourquoi pas. On verra bien dans le futur. Pour l'heure, le présent, c'est la thématique avec aujourd'hui emploi. Voilà, on parle aujourd'hui de la suspension du contrat de travail et ses implications. Comment cela est encadré, les implications donc, les contraintes, les droits et devoirs en de telles circonstances. Avec notre expert, on débattra de ces différentes articulations, mais pour l'heure, c'est la thématique avec l'élément illustré. La suspension du travail, c'est lorsque le contrat de travail n'est pas rompu, mais qu'il y a une certaine suspension, ce qui fait que le salarié ne travaille pas, n'est pas à son poste. C'est lorsque on suspend le travail pendant un temps temporaire. Soit peut-être si la personne est malade ou la personne effectue un voyage pour aller à l'extérieur, pour aller faire un peu de tout ça au Canada, pour aller faire un truc, chose particulière. La suspension du contrat de travail est une période durant laquelle la fourniture d'un travail par le salarié et le paiement du salaire par l'employeur cessent. Cette situation qui n'occasionne pas la rupture du contrat de travail fait suite à un événement de nature temporaire qui provoque une absence justifiée. Le salarié n'exécute plus son travail. L'employeur ne rémunère plus son salarié, mais sans rupture du contrat. À la reprise du travail, le salarié retrouve l'emploi qu'il a quitté ou un emploi similaire correspondant à ses compétences pour un salaire égal ou supérieur à celui dont il bénéficiait précédemment. La suspension du contrat de travail est l'interruption provisoire de l'exécution du contrat de travail due à une cause rendant momentanément impossible la poursuite du dit contrat. Toutefois, il est à préciser que la relation de travail entre l'employé et l'employeur subsiste. Seul le contrat de travail est suspendu pour une cause ou une situation donnée qui est décantée et ensuite la relation de contrat de travail continue. Les situations d'absence justifiées sont diverses. Elles peuvent avoir des motifs personnels, disciplinaires ou économiques. Le salarié dont le contrat est suspendu ne touche plus son salaire. Il peut être partiellement indemnisé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Par contre, en cas de mise à pied ou congé sans solde, aucune rentrée d'argent ne lui sera garantie. Après la suspension, le salarié retrouvera son emploi ou un emploi similaire correspondant à ses compétences et au paiement d'un salaire égal ou supérieur à celui correspondant à son emploi précédent, ainsi qu'un salaire au moins équivalent. Un employé, quand vous constatez qu'il est dans une incapacité totale, ce que vous faites, c'est le
le Code du travail nous dit de procéder à la suspension du contrat de travail. Mais on n'excède pas les 6 mois. Les 6 mois, c'est-à-dire qu'au-delà des 6 mois, donc l'employé est avisé et donc d'autres dispositions sont prises. Sinon, c'est cadré dans le temps, l'incapacité. À défaut d'autres dispositions, le Code du travail prévoit d'autres dispositions qu'il faut envisager pour la personne concernée. Le salarié en CDI a le droit de démissionner durant la période de suspension de son contrat de travail, mais doit respecter la période de préavis, sauf s'il démissionne pendant une grossesse. Et voilà plusieurs informations dans cet élément, mais nous allons disséquer le sujet en compagnie de monsieur Jean-Louis Pacora, expert en ressources humaines et DRH d'une grande structure. Bonjour monsieur Pacora. Bonjour Alix. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est la suspension du contrat de travail et ses implications. On démarre avec les définitions. Qu'est-ce que c'est la suspension de travail? Merci beaucoup pour la question. Il y a suspension du contrat de travail lorsque le salarié ne fournit pas la prestation de travail et s'absente de façon justifiée sans que le contrat de travail ne soit rompu. Alors les conséquences sont liées bien sûr à la rémunération et à l'ancienneté du travailleur. D'accord. Deux notions très importantes, conséquences, rémunération et ancienneté, on y reviendra. Mais dans quel cas et dans quelle situation le contrat de travail peut être suspendu? Il y a plusieurs cas pour lesquels le contrat de travail peut être suspendu. Nous avons d'abord le cas de l'employeur qui part sous les drapeaux ou bien qui part aussi pour un service militaire. Il y a aussi le cas du salarié qui va aussi en service militaire ou bien pour une instruction militaire. Nous avons aussi les cas d'absence exceptionnelle, les cas de permission exceptionnelle, le congé pour maternité. Nous avons aussi les cas de mise en disponibilité. Nous avons aussi les cas de maladies, des maladies de courte durée et de longue durée. Il y a aussi des cas de maladies professionnelles ou accidents de travail. D'accord. On a plusieurs cas de figure donc, qui font intervenir la suspension du contrat. Alors, la suspension du contrat peut-elle être indemnisée et dans quelles conditions? Oui, la suspension du contrat peut être indemnisée. Il y a plusieurs cas. Prenons par exemple le cas d'un salarié malade, une maladie de longue durée par exemple. Donc, ces maladies de longue durée-là peuvent être indemnisées dans une durée de 6 mois ou de 12 mois. Donc, l'indemnisation dépend, lorsqu'on se réfère au Code du travail ou à la convention collective interprofessionnelle ou au décret. Il est important de dire que lorsqu'un salarié est malade, il touche son salaire. Il touche son salaire qui est égal à l'indemnité compensatrice de préavis. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le salarié reçoit un montant de salaire qui équivaut à ses 12 derniers mois de salaire. On trouve une moyenne et cette moyenne mensuelle est donnée aux salariés malades, donc maladie de longue durée. Dans ce salaire-là, bien sûr, il est exclu les éléments qui représentent des remboursements des frais, par exemple, comme la prime de transport. D'accord, et autres avantages aussi? Autres avantages sont compris? Au niveau du salaire, tous les avantages sont compris, c'est-à-dire son salaire de base, son sursalaire, sauf tout ce qui est remboursement des frais, comme la prime de transport, la prime de panier, ainsi de suite. D'accord. Et ce paiement-là, il est fait de manière ponctuelle, c'est une seule fois ou cela est distillé sur toute la période? Lorsque le salarié est malade pour une maladie non professionnelle, c'est sur toute la période. En effet, le Code du travail précise que c'est 6 à 12 mois. Par contre, la convention collective aussi précise aussi que c'est sur 6 mois. Mais le décret d'application relatif aux maladies non professionnelles précise que le salarié doit percevoir ce montant-là sur toute la durée de sa maladie. D'accord.
Là, c'est dans le cas de figure d'une suspension de travail pour arrêt de maladie. Pour maladie de longue durée. Maladie de longue durée. Oui. On a appel au service militaire. Oui. Dans ce cas, quelles sont les incidences de la suspension du contrat? Alors, le salarié peut être appelé pour un service militaire. De ce fait-là, l'employeur doit lui verser une indemnité qui représente aussi, l'indemnité compensatrice de préavis. Voilà. Donc, durant la durée de son préavis. Dans la durée du préavis, va selon qu'on soit employé, agent de maîtrise ou cadre. Donc, lorsqu'on est employé tout court, la durée de préavis minimum est de 1 mois. Agent de maîtrise et cadre, ça varie en 2 et 3 mois. Donc, lorsque le salarié qui va à un service militaire, s'il est employé, voilà, il a droit à une indemnité de préavis de 1 mois. Donc, l'employeur va lui verser simplement 1 mois de salaire. D'accord. On a d'autres cas de figure et là, on fera la part belle aux femmes. Congé de maternité. Effectivement, le congé de maternité est aussi un motif de suspension du contrat de travail. Alors, la femme qui est enceinte a droit au congé de maternité à partir de 7 mois et demi. À partir de 7 mois et demi, la femme salariée enceinte prend un congé de maternité pour une durée de 98 jours. Pendant cette période de suspension du contrat de travail, la femme salariée bénéficie effectivement d'une allocation. Mais cette allocation-là est versée par la CNPS. Donc, au niveau de l'entreprise, la femme salariée est en cessation de paiement et la CNPS prend la relève pour le paiement de son salaire. Et à préciser pendant la période de congé de maternité, parce que c'est fréquent de coller le congé de maternité au congé annuel. Effectivement, ça arrive que les femmes, en voulant se reposer longtemps... On va se reposer et prendre plus soin des bébés. Voilà, effectivement, pour prendre plus soin des bébés, prendre du temps, en tout cas, colle un peu la durée du congé de maternité avec le congé annuel. D'accord. Alors, le licenciement découle-t-il nécessairement d'une suspension de contrat de travail? Pas forcément. Mais c'est possible. C'est possible. Au cas où, par exemple, le salarié, je prends l'exemple d'un salarié qui s'absente pour une absence exceptionnelle, voilà, et qui ne demande pas d'abord l'autorisation préalable de son patron et aussi n'arrive pas à justifier le motif pour lequel il s'est absenté. Dans ce cas-là, il s'agit là effectivement d'une insubordination. Donc, l'employeur peut effectivement sanctionner ce salarié-là indiscipliné. Et sous quel délai, il faut le préciser? Principalement pour les cas de maladie, le salarié doit informer son employeur dans un délai de 3 jours et fournir une preuve dans un délai de 8 jours. Voilà, passé ces délais-là, il y a quand même un risque sérieux de licenciement. D'accord, parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Un employé peut avoir une crise à la maison, ne pas pouvoir se déplacer, vivant seul. Dans ce cas-là, il y a des exceptions pour pouvoir faire la preuve de vraiment son absence. Effectivement, il y a effectivement des exceptions. Pour des cas majeurs, par exemple, la loi aussi permet aux salariés d'avoir quand même un délai de 15 jours voilà, pour informer le salarié si effectivement il prouve qu'il y a eu un cas de force majeure. D'accord. Dans les cas de force majeure, cela est encadré. Alors, quels sont les droits et devoirs du salarié en cas de suspension de contrat de travail? En cas de suspension du contrat de travail, les droits du salarié, les droits et devoirs du salarié, au niveau d'abord de ses droits, il doit savoir qu'il a droit à ce que son salaire soit payé. Voilà, il a droit à ce que son salaire soit payé. Il a aussi une obligation de pouvoir informer son employeur. Sinon, il y a un risque sérieux de licenciement. Voilà. Donc, voici vraiment les droits et obligations principaux pour le salarié. Mais toutefois, il faut noter qu'en cas de mise en disponibilité, le salarié, il n'y a pas paiement de salaire. Voilà. Par exemple, un salarié qui demande un congé formation, un salarié qui demande à aller, comment dirais-je, accompagner, assister un enfant physiquement diminué,
Voilà, ou bien une femme qui demande une période de mise en disponibilité parce qu'elle veut aller allaiter son enfant. Voilà, ces cas, par exemple, là, le salarié n'est pas payé. Voilà. D'accord, on a fait tout de suite le corollaire entre la mise en disponibilité, qui est une autre forme de suspension de contrat de travail. Alors, la période indiquée pour tout ceci, ce qui est légiféré, c'est quelle période minimale ou maximale? La période minimale, en tout cas pour les maladies, ce qui est... Bon, là, on peut commencer par les absences, les permissions exceptionnelles qui sont vraiment citées. En cas de naissance, le salarié a droit à 2 jours. En cas de décès d'un père, d'une mère, le salarié a droit à 5 jours. En cas de décès d'un frère, une soeur, de 2 jours. En cas de déménagement, 1 jour. En cas de baptême, 1 jour. En cas de première communion, 1 jour. Voilà. Donc, voilà un peu le nombre de jours dont a droit un salarié dans ces cas-là. Donc, en cas aussi de... Parce qu'il faut bien faire la différence entre la permission exceptionnelle et l'absence exceptionnelle. Les permissions exceptionnelles sont prévues par la loi, par la convention collective interprofessionnelle et sont payées. Les absences exceptionnelles ne sont pas payées et elles sont données généralement lorsque le foyer du salarié subit un dommage, par exemple, en cas d'incendie. Voilà, effectivement, incendie, dégâts épuisement, ainsi de suite. Donc là, le salarié a droit de 2 à 1 jour, par exemple. D'accord. Alors, pour tous ces cas de figure-là, comment se fait la matérialisation de la demande? C'est une demande au préalable ou c'est de facto que l'on octroie? Non, effectivement, il faut obligatoirement informer sa hiérarchie par écrit pour demander une autorisation d'absence. Et c'est après avoir obtenu l'accord, l'autorisation d'absence que le salarié peut s'absenter. Sinon, il y a risque de licenciement. D'accord. On a vu également dans l'élément qu'au retour, il y a toute une disposition qui doit être prise. Quelles sont ces dispositions-là pour retrouver son travail, par exemple, lors d'une longue période pour cause de maladie? Pour une reprise du service après une longue maladie, le salarié doit se faire vraiment visiter par le médecin d'entreprise pour savoir effectivement s'il est encore capable de reprendre le travail. Et le médecin délivre un document pour dire qu'après 3 mois ou bien 5 mois d'absence pour maladie, ce salarié-là peut reprendre le service. Voilà. Et quand il reprend, il revient à son poste, qui est resté vacant ou bien qui a été occupé par quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Ça dépendra si, pendant ce temps, l'employeur a jugé que non, son départ n'a pas nécessité de remplacement. Il peut reprendre son poste ou bien on peut faire aussi appel à un service d'intérimaire pour assurer la continuité du service. Mais de toute façon, le salarié, après sa guérison, reprend normalement son service. Il reprend son service et même s'il y a eu changement au niveau hiérarchique, il occupait un poste assez stratégique, il reprend au même poste ou comment ça se passe? Et là, maintenant, ça dépend vraiment du pouvoir discrétionnaire de l'employeur. Voilà, s'il trouve qu'aujourd'hui, le salarié, après 6 mois d'absence ou 12 mois d'absence, a été remplacé, et en tout cas, il doit faire le nécessaire pour le mettre dans un poste pour travailler. Voilà. Donc, la loi dit qu'il recoupait son poste qu'il a laissé. Avec tous les avantages? Avec tous les avantages. Ça va de soi. D'accord. Alors, en récapitulatif, qu'est-ce qu'on pourrait dire concernant le cas de contrat de suspension de travail? Au total, on peut dire que non, la suspension de travail est accordée au salarié pour permettre à ce dernier-là pour vaquer vraiment à ses occupations privées et aussi pour prendre soin de sa famille. Mais attention, il ne faut pas que non, ce soit un prétexte pour le salarié pour faire des abus. Parce qu'on constate que certains salariés abusent de cela. Donc, cet abus-là peut entraîner effectivement un risque sérieux de licenciement. D'accord. Là, ça m'emmène à vous poser la question suivante. Dans un exercice, on a droit à combien de fois de demandes de suspension de travail ou d'octroi? Ça dépend de ce qu'est le régime. S'il s'agit d'une permission exceptionnelle, nous avons droit à 10 jours ou 12 mois.
D'accord. Voilà. Il ne faut pas dépasser. Voilà, effectivement. Et lorsqu'on dépasse les 10 jours, on peut dépasser. Mais lorsqu'on dépasse, ce n'est pas payé en fait. Voilà, ce n'est pas payé. Et lorsqu'on dépasse, le temps de dépassement aussi réduit l'ancienneté du salarié. Ah oui, parlons de l'ancienneté. Cela on va dire, est décompté au fur et à mesure que l'on a dépassé le quota indiqué? Tout à fait. Seulement que dans le cas des mises en disponibilité, voilà. Donc la mise en disponibilité ne rentre pas dans le calcul de l'ancienneté du salarié. Mais pour les autres cas, lorsque pour une permission pour maladie, une permission exceptionnelle ou une absence exceptionnelle, ou bien une maladie de longue durée, une maladie professionnelle ou un accident de travail, ce temps d'absence-là rentre dans le calcul de l'ancienneté du salarié. D'accord. Et l'incidence sur la rémunération, elle est intacte et au prorata des calculs faits au préalable. Tout à fait. D'accord. Il y aurait tant à dire sur le sujet, hein, la suspension du contrat de travail, aussi l'état d'esprit des travailleurs, parce qu'il faudrait donner aussi des conseils à ne pas abuser de ces dispositions-là, même si elles sont prévues. Effectivement, il ne faut pas abuser. Raison pour laquelle nous, en tant que gestionnaires des ressources humaines, nous faisons très attention à cela. Nous ne souhaitons pas, on ne souhaite pas que les salariés qui viennent au travail pour mourir. Ils viennent au travail pour avoir la santé. Raison pour laquelle nous mettons l'accent sur la prévention à travers le système de santé et de sécurité au travail, en mettant en place la santé au travail, le comité santé et sécurité au travail. Voilà, ces deux organes combinés font que le salarié, lorsqu'il vient au travail, il doit rester en bonne santé pour ne pas qu'il s'absente toujours pour maladie. Le cas de la santé est très important, hein, pilier phare pour la croissance de l'entreprise. Tout à fait. Dans un autre cas d'espèce où l'employé a une maladie avérée, certaines peut-être incurable, cela est permis qu'il puisse s'absenter au fur et à mesure où il assume le dépassement de jours. Oui, tout à fait. Lorsque le médecin d'entreprise atteste que le salarié a une maladie incurable, donc une maladie de longue durée, la loi autorise que ce salarié-là puisse s'absenter durant une période de 6 à 12 mois. Après ces 12 mois-là, l'employeur peut juger de son licenciement. Mais attention, si le poste est resté vacant, l'employeur n'a pas le droit de le licencier. C'est au moment où, après les 12 mois, l'employeur arrive à pouvoir au poste qui procède au licenciement de ce salarié-là. Et pendant ce temps-là, le salarié malade a droit à son plein salaire. Parce que je vois très souvent quelques amalgames à ce niveau-là. Oui. Lorsqu'un salarié est malade, maladie de longue durée, au passage, je salue tous nos salariés, tous les travailleurs de la Côte d'Ivoire qui sont actuellement couchés dans les hôpitaux, voilà, du fait de la maladie et du travail. Donc, lorsque le salarié est malade, il a droit à son plein salaire, excepté les remboursements de frais. Donc, à ce niveau-là, il y a assez d'amalgame aussi, donc il faut corriger cela. Dire au salarié que lorsqu'il est malade, il a droit à son salaire, excepté les remboursements des frais. D'accord. Des précisions très importantes à faire, hein, pour toutes les personnes qui souffriraient actuellement de différents maux que ce soit ou des incidences de leur travail. Merci, monsieur Jean-Louis Pacora. C'est moi qui vous remercie. Belle journée à vous, belle journée de travail. On suppose que vous repartez. Tout à fait. Merci en tout cas de nous avoir consacré ce début de matinée sur Matin Bonheur. Nous, on a été très heureux d'être en votre compagnie. Demain, on parlera de droit pour un sujet qui intéresse, ma foi, plus d'une personne. À demain, les programmes se poursuivent sur RT1 avec Thierry Angeval. Je sors des nuits éclaboussées de sang. Regardez mes flancs, labourés par la faim et le feu. Je fus une terre arable. Voyez ma main calleuse, noire à force de pétrir le monde. Mes yeux brûlés à l'ardeur de l'amour. J'étais là lorsque l'ange chassait l'ancêtre. J'étais là lorsque les eaux mangeaient les montagnes. Encore là lorsque Jésus réconciliait le ciel et la terre. Toujours là lorsque son sourire, par-dessus les ravins, nous liait au même destin.
Hommes de tous les continents, les bals étaient encore les roses dans les matins de rêve. Sortis de la nuit, des fumées artificielles, je voudrais vous chanter. Vous qui portez le ciel à bout de bras, nous qui nous cherchons dans le faux jour des réverbères. Je connais moi aussi le froid dans les os et la faim au ventre, les réveils en sursaut au cliquetis des mousquetons.